Bonjour à tous et toutes, bonjour aux participants en ligne. Je remercie la Fondation DIARC de me laisser l'opportunité de venir parler et discuter avec vous de cette, non pas de cette problématique, mais de ce sujet vaste qui est la gestion de la relation client dans tous les domaines que ça comporte. Alors évidemment, essentiellement dans la partie plateforme et technologie, parce que c'est ma spécialité, mais je suis sûr que les discussions vont permettre d'aborder bien d'autres problématiques. Donc, la thématique du jour, gérer sa relation client via un CRM. Pourquoi et comment? Donc, on va essayer de parcourir ces différents sujets. Je me présente tout d'abord. Donc, Christophe Arndt, j'ai 54 ans, une trentaine d'années d'expérience dans tout d'abord le développement de solutions logicielles. Ensuite, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans un grand groupe suisse dont vous connaissez le nom, le groupe Kudelski, au sein duquel je me suis occupé notamment de l'implémentation du CRM, de l'ERP, et dans lequel j'ai dirigé le département informatique quelques années avant de me lancer dans une carrière de consultant indépendant depuis une dizaine d'années, depuis 2013 maintenant. 10 ans durant lesquels j'ai eu l'occasion de participer à peu près 70-80 projets CRM, mais aussi développement d'applications métiers pour les entreprises. Donc, voilà. Donc, dans des domaines multiples. C'est un des avantages lorsqu'on s'intéresse à cette discipline, la gestion client, c'est qu'on n'est pas attaché à une industrie particulière. Donc, mon activité va de la pharma aux petites fiduciaires, à l'industrie mécanique, en passant par le domaine public, parapublic, des ONG. Donc, c'est assez varié. Pour des tailles d'entreprises aussi multiples. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour encore une fois, des petites fiduciaires où il y a 2 employés. Et mon plus gros client, c'est une société pharma mondialement connue avec 60 000 employés et 3 000 utilisateurs de la solution dont on parle. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on va pouvoir discuter de la gestion du client dans des domaines relativement variés en général et de cette discipline. Pour lever peut-être toute aussi ambiguïté, etc., vous savez que les consultants, voilà, ils sont souvent spécialistes dans une technologie. Donc, moi, je suis certifié Salesforce, qui est un des leaders des plateformes de CRM, et je leur ai emprunté quelques contenus qu'on va pouvoir voir dans la présentation. C'est pour ça que je préfère tout de suite être clair. Je ne suis pas ici pour vendre quoi que ce soit, etc. Mais de par mon parcours, voilà, j'ai cette expérience particulière que je tenais à mentionner. Donc, le CRM, on va voir pourquoi le CRM, quels sont les enjeux aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, un petit peu de définition de quoi on parle. On va parler quelles sont les plateformes qu'on peut trouver, quelles sont les plus courantes, les plus connues, dans quel domaine, etc. On va voir un petit peu ça dans le détail. Et puis après, une partie, comment on va au CRM, comment on l'implémente, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les causes d'échec les plus récurrentes, les plus fréquentes, comment réussir son implémentation de CRM et comment la valoriser à long terme. Voilà. Joli sujet. Le CRM, pourquoi? Tout d'abord, on attaque avec Wikipédia, hein, on s'intéresse à ce que c'est que la relation client. La gestion de la relation client, c'est l'ensemble de ce qu'on va mettre en œuvre pour avoir le contact avec le client, comprendre ce qu'il veut, comprendre ce qu'il fait, comprendre ce que nous, en tant qu'organisation, on est en train de faire pour le garder, pour l'attirer, pour convertir des prospects potentiels en clients et pour un but final, évidemment, qui est la fidélisation de ce client. Donc, on a l'habitude d'inscrire la gestion de la relation clientèle dans un cycle de vie, dans un parcours client que j'ai ici décomposé en 5 parties.
Donc, ça va effectivement de l'activité marketing au départ, où le but, c'est de faire parler de notre marque, de notre produit, d'assurer une prise de conscience de notre marché, de ce qu'on est en train de lui mettre à disposition. Ensuite, c'est d'essayer de attirer, de collecter, de générer des prospects qu'on va pouvoir ensuite convertir et amener à l'acte d'achat. La deuxième partie ensuite de ce cycle de vie, eh ben, c'est de garder ce client, c'est de le fidéliser. Donc, voilà un petit peu les 5 domaines, les 5 étapes de la relation clientèle qu'on essaye de mettre en œuvre avec des outils, des processus, des méthodologies. Donc, si on résume un petit peu ceci, et c'est souvent le vocabulaire utilisé et la division qui existe dans les plateformes logicielles qui nous permettent d'assurer cette gestion de la clientèle, on trouve 3 grandes familles qui se déclinent dans ce cycle de vie et dans ce parcours client. Il y a tout d'abord le domaine fonctionnel du marketing, ensuite celui de la vente et finalement celui du service après-vente dédié aux clients existants, à nos clients qu'on a. Donc, tout ceci, on va essayer de le gérer avec ce qu'on appelle aujourd'hui une plateforme CRM. Donc, ça va être une plateforme logicielle qui va permettre de centraliser et de regrouper l'ensemble des interactions et des données relatives aux clients pour obtenir ce qu'on appelle communément la vue à 360 degrés du client et qui nous permet surtout, et c'est le plus important, de partager dans l'ensemble de l'organisation vis-à-vis par rapport aux différents services et aux différents domaines fonctionnels dont on a parlé avant, du marketing à la vente, en passant par le service après-vente ou les agents de maintenance, etc., etc. Donc, cette plateforme, elle nous permet de maintenir l'ensemble de ces données d'une manière la plus cohérente possible. Et puis surtout, elle permet à tous les utilisateurs et à l'organisation d'accéder à ces données et de les partager en temps réel. Donc voilà la plateforme CRM par rapport au processus et au cycle de vie de la relation clientèle qu'on a vu avant. Donc maintenant qu'on sait qu'on a un petit peu 3 domaines, évidemment, qui doivent se parler les uns les autres, mais qui ont des soucis particuliers. Je ne sais pas si on arrive à enlever la petite barre. Je m'excuse pour que tout le monde puisse peut-être voir le slide. Bref. Premièrement, la partie marketing. On vient de subir 2-3 ans un petit peu compliqués. On l'a vu, où on a un petit peu bouleversé finalement les canaux de communication qu'on pouvait avoir avec des clients qui ont énormément sauté dans le domaine numérique pour avoir cette relation avec nous qui voulons fournir des services ou des produits. Et on s'est rendu compte qu'il y a une multiplicité énorme d'un point de vue des marketeurs pour pouvoir parler à ses clients. Et un des sujets maintenant, c'est de pouvoir essayer de comprendre et de pouvoir essayer de centraliser l'ensemble des interactions par rapport à l'ensemble des canaux avec lesquels on peut interagir avec ce client et on peut lui communiquer quelque chose. Une des clés aussi essentielles dans ce domaine-là, et c'est aussi réel pour on va dire pour tous les domaines fonctionnels du CRM, c'est l'équilibre fragile qu'il y a entre la personnalisation et l'ensemble des informations qu'on va vouloir garder de notre client et puis la confidentialité qui devient de plus en plus sensible parce que comment faire pour en avoir le plus possible sans déborder sur les limites que donne la loi ou que définissent les différentes instances. Donc ça, c'est un sujet qui doit être toujours présent quand on aborde la gestion du client. Une notion très importante, le temps réel. On est aujourd'hui dans une société qui va de plus en plus vite
et on ne peut plus se permettre d'attendre le bouclement de fin du mois pour avoir des informations, de savoir ce qui s'est passé, etc., etc. Maintenant, quand on a une campagne marketing, on crée du contenu sur YouTube et on veut impacter quelque chose, on doit avoir des mesures directes, on doit pouvoir réagir, on doit pouvoir ajuster. Donc, le temps réel est une donnée fondamentale du système et du processus qu'on va devoir mettre en œuvre. Finalement, on a vu aussi que ces 2 dernières années, les marques veulent se recentrer sur leurs valeurs, essayer d'exprimer des valeurs et les transmettre à ses clients. Donc, il faut essayer de trouver le moyen, les plateformes, les processus, les outils et les ressources pour que les marques et les entreprises puissent clairement transmettre ces valeurs et d'une manière la plus large possible, mais maîtrisée et de manière à ce qu'on puisse un peu mesurer tout ça. Désolé. Petit. Voilà. J'espère que ça va revenir. Ouais, c'est bon. J'ai repris le contrôle. Les enjeux pour la vente. Pas tout à fait les mêmes, mais un peu plus complets. Comment on va pouvoir améliorer nos ventes avec des moyens toujours plus réduits. C'est 70% là, des professionnels considèrent que c'est une contrainte absolument importante dont on doit tenir compte pour mettre en œuvre une force de vente et des outils qui aident à la vente. J'irai directement au point 4, parce que c'est un des éléments les plus importants. De plus en plus, le turnover des ressources commerciales est de plus en plus important. Donc, sur les 24 derniers mois, je crois que c'est plus que ces derniers mois, on est à peu près à 25% de turnover dans les forces de vente, c'est-à-dire qu'on a un vendeur qui quitte sur 4 régulièrement. On doit renouveler la formation à ces commerciaux, les outils. On doit faire attention à ne pas perdre les clients avec le vendeur. Donc, c'est quelque chose d'assez fondamental, de nouveau, dans les mesures à prendre en considération quand on lance un processus de CRM et qu'on met une plateforme en route. Si on veut pouvoir vendre davantage, il faut peut-être permettre aux vendeurs de vendre. Et on observe qu'un vendeur ne passe qu'à peu près un quart de son temps à vendre et 3/4 du temps à faire de l'administration, des offres, d'écrire ou de faire tout un tas de choses qui pourraient être déléguées à ce qu'on appelle des centres de services ou des sales operations ou d'autres départements en interne. Donc là encore, notre plateforme, comment elle va permettre de rendre le travail collaboratif et de libérer du temps au commercial pour qu'il puisse assurer sa mission de vendeur et ne pas passer du temps à remplir des opportunités, des rapports de budget et faire ce qu'il ne sait pas faire en plus. Donc, voilà. Voilà, j'ai déjà parlé des canaux. La dernière partie du process, la partie service, la partie qui fait en sorte que le client il reste, il est content puis qu'il achète autre chose. On observe sur les domaines connectés qu'il y a un client sur 2 qui est prêt à changer de marque ou acheter ailleurs s'il n'est pas satisfait du service. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent et on se rend compte que la fidélisation, les efforts qu'on fait pour la satisfaction du client, eh ben, c'est un retour bien supérieur à celui qu'on met en acquisition et en marketing. C'est un client satisfait, c'est un client qui est déjà convaincu et à qui on va pouvoir certainement proposer autre chose et garder sur la durée. Et l'investissement à mettre, il est nettement inférieur à celui qu'on doit mettre en termes de marketing. Là encore, un problème aussi de turnover, c'est-à-dire que les agents de maintenance, les agents qu'on a dans les centres d'appel, il y a aussi un turnover très important. Donc, il faut faire en sorte
que ce turnover n'impacte pas la marche des affaires. Et il faut vraiment mettre en œuvre le plus possible des outils qui permettent de maintenir le niveau de service malgré le fait que les gens ne restent pas ou sont très mobiles et même très, on va dire, je cherche le mot, ce n'est pas grave, mais je pense que vous m'avez compris de manière générale. Voilà. Peut-être, maintenant qu'on sait tout ça, quelque chose d'un peu plus concret, et qu'est-ce qui fait qu'on va générer un signal où vous allez vous dire j'en peux plus, il faut vraiment que je me mette à gérer mes données clients et à rentrer dans une gestion proactive de mes clients. Quelques éléments. Lorsque votre entreprise grandit, vous avez tous fait l'expérience ou même dans une grande organisation que le plus magnifique outil de gestion qui a été créé depuis ces 30 dernières années, c'est-à-dire Excel, qu'on utilise tous du matin au soir, ben, il a quand même ses limites au bout d'un moment. Une des limites fondamentales d'Excel, c'est la collaboration. C'est-à-dire que ces fichiers qu'on se transfère, au bout d'un moment, ça ne marche plus, etc. Donc, un des signaux essentiels, c'est que quand on commence à avoir cette multiplicité d'informations d'entreprises, il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de considérer comme un actif de l'entreprise, une donnée, les données de l'entreprise, même si elles ne se valorisent pas sur le bilan, sont des actifs de l'entreprise. Et on doit considérer les données clients, mais toutes les données, comme des actifs. Donc, quand ces actifs sont éparpillés n'importe où dans des feuilles Excel sans sécurité, bah, on met l'entreprise en danger. Je crois que c'est quelque chose de clair. Donc, quand on n'a pas de source unique d'information, quand on manque de visibilité, parce qu'on n'est pas capable de réunir les informations en moins de 2 semaines, parce qu'il faut attendre la clôture de machin, le rapport de celui-là, etc., puis que les vendeurs, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas mis à jour leurs opportunités, parce qu'on leur demande de mettre à jour leurs opportunités seulement une fois par mois, finalement, au moment de la clôture. Donc là, ouais, non, on ne s'en sort plus. Donc, la manque de visibilité, le fait que générer des rapports est très compliqué, qu'on perde des données éventuellement aussi, ça c'est évidemment le stade ultime du danger. Et puis finalement, la mobilité. Si on voit que si on travaille avec du papier, si nos agents de maintenance ils sont dans le terrain et puis qu'ils mettent chaque fois 2 heures à remplir leur rapport d'intervention, etc., qu'on n'arrive pas à collecter ça, on est en difficulté. Et finalement, la communication, il faut pouvoir la personnaliser. Si on n'est pas capable d'envoyer des emails personnalisés ou des communications de quelque sorte que ce soit même sur papier ou des courriers, de manière un petit peu personnalisée, on est en difficulté. Ça veut dire que c'est un signal, on a besoin d'un outil à ce moment-là. Donc la question après qui vient, c'est lequel? Bon, alors, il y a le choix. J'ai essayé de représenter ici, j'ai trouvé une source où on trouve une base de données de l'ensemble des solutions CRM du marché, où on voit que, bon, on peut se servir. Ici, elles sont distribuées, vous voyez, en termes de satisfaction client et de présence sur le marché. Donc, en gros, on va trouver en haut à droite, c'est une représentation assez classique des logiciels, ce type de diagramme. On va trouver les plateformes leaders, elles vont être un petit peu en haut à droite, mais on va avoir d'autres plateformes, d'autres solutions logicielles qui sont niches, qui correspondent très bien à certains types de business très spécialisés et autres. Mais en gros, vous en avez certainement déjà entendu parler, on va retrouver des plateformes de manière assez fréquente qui ont l'essentiel du marché, un gros volume. Ça va être Salesforce, HubSpot, Zoho. Et puis, dans une autre mesure, les grosses solutions progicielles, Oracle, Microsoft, qui sont aussi présentes, évidemment, qui ont une empreinte assez forte du fait de leur présence dans les grandes entreprises. Donc,
on ne peut pas négliger ceci. Mais vous avez en gros, je dirais, une quinzaine d'acteurs qui représentent, je pense, 90% du marché du CRM. Puis après, il faut essayer de trouver son chemin là-dedans. Donc, comment on fait? On peut commencer par écouter les experts. Il y a deux cabinets de recherche que peut-être pas tout le monde connaisse. En tout cas, le premier, Forrester, certainement, et un autre qui s'appelle Gartner, qui sont des sociétés de conseil et aussi de recherche qui, plusieurs fois par année, sortent leur rapport du marché du CRM et proposent une sorte de classement comme ça ici et répertorient les différentes solutions. Alors, il n'y a pas que ce graphique, il y a aussi beaucoup de textes qui vont avec et ils expliquent les bénéfices, les plus, les moins, et tout ce qui va avec l'ensemble de cette liste d'acteurs potentiels. Mais encore une fois, vous allez retrouver ici les Salesforce, les Oracle, les Microsoft, les Zoho, qui sont on va dire les mastodontes du marché du CRM. Ici, avec dans les leaders, on retrouve typiquement les gros que sont Salesforce, Microsoft et Oracle. Un autre cabinet d'expertise, le Gartner, lui est un petit peu plus fin dans son analyse et nous fait une analyse annuelle par domaine fonctionnel, où on va retrouver ce que je vous ai dit avant, toujours les mêmes, Salesforce, Oracle, Microsoft, mais suivant le domaine fonctionnel, on va voir d'autres acteurs qui sont plus spécifiquement représentés dans des spécialités comme Adobe, qui est très actif dans tout ce qui est marketing automation, et ServiceNow, qui est une solution très courante dans la gestion des services, surtout des services IT, mais pas seulement, parce que c'est une plateforme qu'on peut passablement customiser. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à avoir, si on recherche, et en fonction de notre besoin, et c'est ça surtout le message que moi j'aimerais transmettre, c'est que vous ayez une problématique au niveau de la fidélisation ou au niveau du marketing, ça veut dire que peut-être les solutions à choisir ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir un certain nombre de plateformes qui couvrent l'ensemble du domaine fonctionnel, mais suivant ce que vous voulez faire, suivant votre véritable problématique que vous voulez résoudre avec un CRM, eh bien, vous pouvez vous permettre d'aller plus sur une solution qu'une autre, sachant que, évidemment, vous ne pouvez pas faire l'économie de passer par, et ça on va le voir dans les slides qui suivent, par un premier cahier des charges et puis surtout vous poser les bonnes questions. Ce que j'aimerais vous transmettre essentiellement, c'est que si vous avez l'impression que parmi cette foule de solutions, vous êtes complètement perdu, ce n'est pas très grave parce qu'à la fin, il n'y a pas de mauvais choix. Parce que ce qui compte, c'est la réflexion qu'il y a en amont et que vous avez pendant l'implémentation. Ce qui compte, c'est de vous poser les bonnes questions, c'est de vraiment travailler sur l'ensemble des points qu'on va décrire ensuite. Et finalement, si c'est bien amené, si c'est bien réfléchi, si c'est bien pensé, avec plus ou moins toutes ces solutions ou plusieurs de ces solutions, vous allez arriver à un résultat positif. La problématique principale, elle n'est pas dans la technologie. Souvent, c'est ce qu'on entend, c'est ouais, on a mis un CRM, ça ne marche pas, c'est pourri, etc. Bon, oui, bon, ouais, ok. Mais souvent, ce n'est pas tellement la plateforme le problème, c'est ce qu'on a mis en amont pour réussir. J'aimerais aussi attirer votre attention sur, comme on est dans un écosystème de plus en plus où ce sont des applications qui sont dans le cloud, donc disponibles très rapidement. Il y en a même certaines qui sont gratuites. Donc, on peut se laisser tenter par aller sur des solutions gratuites parce que ça peut résoudre un certain nombre de trucs rapidement. Mais on va être très vite limité et on risque de devoir recommencer
avec quelque chose de plus conséquent et de plus solide. Hein. C'est if you pay peanuts, you get monkeys. La règle générale dans le domaine, elle est celle-ci. Finalement, et ça c'est important et je pense que j'en parlerai encore un certain nombre de fois avant la fin de la présentation, les projets de CRM, d'une manière générale, tous les projets informatiques, selon moi, mais après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, les Indiens surtout, c'est pour qu'ils réussissent, il faut que les projets soient courts. Un projet informatique, là je vous parle de 6 mois, mais ou je crois que c'est un petit peu plus tard, mais un projet informatique qui dure plus de 6 mois, il a de grandes chances de foirer. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir un momentum, il faut maintenir une motivation, il faut maintenir une sorte de dynamisme dans les équipes. Et là, ce n'est pas seulement que les consultants, les intégrateurs, c'est vraiment dans les équipes internes, ceux qui participent au projet. C'est dur de les maintenir motivés, de par simplement leur charge de travail qu'ils ont en dehors. C'est dur de les maintenir motivés sur un projet plus de 3 ou 6 mois. Donc, les projets pour réussir, à mon sens, et surtout un projet CRM, et maintenant qu'on a toutes ces plateformes dans le cloud, c'est-à-dire que si on démarre avec un CRM, demain, on a la solution. On peut attaquer demain. Donc, dans ce contexte-là, faire des projets 1 année et 2 ans, on a toutes les chances que ça capote et ça foire à la fin. Donc, pour ça, les projets courts, il faut passer par les intégrateurs locaux, par des acteurs qui sont présents, qui peuvent s'asseoir à côté de vous, comprendre vos besoins, etc., et interagir directement. Donc, il faut être vraiment dans un mode agile et un mode direct. Je veux dire, l'époque du cahier des charges envoyé en Inde avec le truc qui revient 2 ans après, ça ne marche pas, ça ne marche plus, et il ne faut pas espérer que ça marche, mais la moindre seconde. Donc maintenant, comment? Il faut se préparer. Le CRM, on le met en œuvre, mais on ne le met pas en œuvre juste en tournant la clé et puis en prenant un abonnement. Donc, ça commence par un certain nombre de choses. Alors, vous trouvez sur Internet assez facilement un certain nombre d'exemples de ce qu'on aime bien faire en informatique ou dans différents domaines, c'est de parler de modèle de maturité. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une grille dans laquelle on peut juger de la valeur de notre organisation en termes de CRM ou d'autres choses. Et puis, si on est 5, on est super. Puis, si on est 1, on est nul. Enfin, bon, etc. Voilà. Mais en gros, dans un de ces modèles de maturité assez classiques, qui est celui du Gartner, j'y reviens encore une fois, moi, j'utilise personnellement beaucoup comme référence ce cabinet de recherche, définit un certain nombre de points essentiels qu'il faut considérer pour qu'on ait toutes les chances de succès dans notre projet. Les 2 premiers points, ils ont l'air de couler de source, mais on le verra plus tard, il reste quand même la plupart du temps un des éléments qui manque quand on constate qu'un projet est en difficulté ou ne fonctionne pas. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une vision claire de ce qu'on veut faire. On va faire du CRM, on va gérer le client. Ouais, OK, mais pourquoi faire? On veut faire quoi avec ses clients? De l'upselling, du cross-selling, on veut le garder, on veut lui vendre des abonnements, on veut lui vendre un truc et puis on s'en fout, on fait quoi? Et puis on a une perspective de croissance de chiffre d'affaires. Voilà, il faut qu'à un moment donné, ça parte du haut et puis qu'il y ait une vision claire de ce que l'entreprise, l'organisation veut faire avec ses clients, avec le marché. Moi, si j'ai un client qui vient me dire je démarre cette activité, c'est arrivé notamment, un client qui démarrait une activité au Mexique, voilà, donc c'est une activité qu'il connaît bien parce qu'il l'a dans d'autres pays. Voilà, je dois arriver absolument pour des raisons d'investissement à peu près 1 million par année de chiffre d'affaires, etc. Je sais que je convertis une offre sur 5 en principe, donc je dois avoir un pipeline de 5 fois plus, de 5 millions en permanence. Donc,
d'entrée de jeu, ça cadre l'objectif. On sait qu'on doit avoir une force de vente qui doit être capable d'alimenter un pipeline en permanence de 5 millions pour, suivant le flux, espérer avoir une sortie à 1 million à la fin. Et voilà, au moins, on cadre le truc, on sait, on va pouvoir mesurer ça, on va pouvoir monitorer les commerciaux, etc., le pipeline, on va pouvoir le faire en temps réel, etc. Et puis, on aura nos indicateurs et ce projet, il a toutes les chances de fonctionner. Donc, la vision, la stratégie. La vision, bon, OK, c'est clair, je ne vais pas vous faire le cours, la différence entre la vision et puis la stratégie. La stratégie, c'est par quels moyens on va y arriver et tracer le chemin. Les objectifs métiers, ça, c'est important. Il y a plusieurs domaines fonctionnels et il faut que ces domaines ils parlent entre eux. Il faut supprimer les silos qu'on peut avoir entre le marketing, la vente, le service après-vente, etc. Mais ils ont quand même des objectifs métiers, chacun d'eux, et puis il faut essayer de vraiment les identifier et pour pouvoir ensuite les tracer, puis apporter de la valeur à ces métiers. Un des points importants, et là, je pense que j'y reviendrai, mais encore 18 fois avant la fin, c'est impliquer les équipes. Donc, il faut impliquer les équipes, mais ce n'est pas impliquer juste il faut impliquer les équipes, il faut qu'ils soient dans les projets. Ce n'est pas possible de faire fonctionner surtout un projet de CRM sans les impliquer au départ. S'ils arrivent trop tard, même si c'est bien, même si c'est super, même si ça résout des trucs, ils ne vont pas adopter. Il faut que la solution elle soit designée avec les utilisateurs finaux, le plus grand nombre, en collectant des feedbacks, etc., avec des utilisateurs clés, et il faut leur libérer du temps. Il faut libérer du temps aux équipes pour qu'elles puissent travailler sur ces projets, sinon ça ne fonctionne pas. Les objectifs métiers, on les a. Maintenant, il faut les inscrire dans un parcours client. Le client, on l'a. Chaque métier, il a son objectif. Mais comment on fait évoluer ce client dans son parcours entre la marketing, entre la manière avec laquelle on peut l'acquérir, la manière avec laquelle on va lui vendre quelque chose et le fidéliser. Il faut tracer ce process et décrire le parcours client. Les données et les informations. Même si une entreprise n'a pas de CRM, elle a des feuilles Excel, elle a tout un tas de données, etc. Il faut les préparer. Il faut des gens qui soient capables de nous expliquer ce que sont ces données. Moi, j'ai fait trop souvent des projets où j'en ai fait, où le projet de CRM, il a été enclenché parce qu'une personne partait à la retraite. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, tout d'un coup, il y avait une base Access dans un coin et tout, mais la personne n'était plus là. Donc, on doit mettre en œuvre un CRM parce qu'on doit récupérer une base de données clients, mais il n'y a plus la personne pour traduire ça. Donc, on ne sait pas ce qui est important dedans, on ne sait pas ce qui est faux, il y a une qualité de données. Donc là, ça ne va pas marcher à la fin. Garbage in, garbage out, c'est certain. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. L'information, les données, il faut être prêt à non seulement les avoir, ces données, mais avoir des gens dans l'organisation qui en sont responsables, qui les connaissent et qui vont après les suivre et puis devenir ce qu'on appelle les ambassadeurs de ces données dans l'entreprise par la suite. La technologie, la plateforme, OK, ça vient, mais finalement, ça vient à la fin. Donc, on met du Salesforce, du Microsoft, du Zoho, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a avant. Et puis, finalement, il faut mesurer tout ça, il faut se préparer. C'est-à-dire qu'on a une vision, une stratégie, on va se mettre aussi des conditions et des contraintes. C'est-à-dire que si le but du CRM, c'est d'obtenir un taux de fidélisation de tant de pourcents ou un taux de rétention de tant de pourcents, on aimerait qu'il soit de temps au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, on va essayer de suivre ça et puis de corriger ça. Si l'ensemble de ces choses sont déjà considérées, sont déjà préparées ou en tout cas discutées, on se met dans de bonnes dispositions pour aller de l'avant. Voilà. Je vais passer sur celui-là, il n'est pas très important pour le propos aujourd'hui finalement.
Il faut réaliser, c'est-à-dire que maintenant qu'on est prêt, qu'on a bien réfléchi, qu'on est en ordre de marche, entre guillemets, pour y aller, on va quand même essayer de faire en sorte de ne pas se planter et puis que ça ne coûte pas trop cher et puis de maximiser l'investissement qu'on va y mettre. La première des règles, c'est on part dans le cloud. Je veux dire, c'est même plus discutable. Plus de serveurs à la maison, c'est plus possible. Parce qu'il faut déjà attendre 6 mois avant qu'on ait une base de données ça ne marche plus comme ça, c'est pas possible. Donc, l'ensemble des solutions aujourd'hui qui sont leaders, elles sont dans le cloud, elles sont sécurisées, bien souvent, bien mieux sécurisées que si on les a au garage ou dans un placard avec un ventilo pas trop et une clim douteuse. Donc, on peut y aller. Le cloud, c'est safe. On a aussi énormément de services dits à forte valeur ajoutée qui existent déjà et qui sont prêts. Vous voulez organiser des mailings super professionnels, etc., super beaux, qu'une assistante peut éditer elle-même, etc. Vous avez des MailChimp, des choses comme ça, ça marche. En plus, c'est gratuit dans un certain sens, et puis après, on paye en fonction du volume, etc. Ce sont des plateformes éprouvées qui fonctionnent. Eh bien, il faut les utiliser. Et puis en plus, elles s'intègrent assez facilement avec les plateformes qu'on a à disposition. Donc, il faut utiliser ça. On gagne du temps et ça marche. Finalement, le troisième point, mobile. Il faut partir mobile tout de suite. Il ne faut pas mettre en œuvre une stratégie CRM et puis après, au bout d'un moment, se dire ah ben, ça serait bien que sur le terrain, ils puissent avoir accès aux trucs. Non, il faut le faire tout de suite. Aujourd'hui, la plupart des gens ont des smartphones. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir leur application dessus, ils peuvent saisir des éléments sur cette application et il n'y a plus vraiment d'excuses. Moi, j'ai vécu pendant longtemps avec cette excuse magnifique qui était l'avion. C'est-à-dire les commerciaux, quand ils revenaient d'un voyage international ou autre, ils avaient toujours l'excuse de l'avion, c'est-à-dire qu'ils voulaient toujours des applications qui puissent être indépendantes, donc ils voulaient pouvoir travailler sur leur laptop sans devoir se connecter au réseau parce qu'ils travaillent qu'en avion. Voilà. Donc, ça a été pendant longtemps un truc, mais complètement dingue, ce qui était une excuse pour garder leurs fichiers Excel, leurs trucs, etc., etc. Maintenant, la plupart des applications mobiles liées à ces plateformes CRM, elles permettent de travailler offline aussi, elles permettent de saisir des choses, l'excuse ne tient plus. Voilà. Éliminer les silos, il faut mettre tout le monde tout de suite autour de la table. Il ne faut pas faire le marketing. Les gens qui ont accès aux données clients, il faut les mettre ensemble et il faut les faire discuter. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, hein, on met en place un CRM, c'est bien beau, mais on a une richesse incroyable. Donc, ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est qu'il faut créer des rapports. Il faut créer des analyses, créer des tableaux de bord. Donc, en même temps qu'on met en place sa stratégie CRM, son outil, je vous ai parlé des métiers, il y a des métiers différents. Il faut que chacun des métiers il puisse voir où il en est, il puisse avoir, lui, un feedback positif, un apport de cette plateforme. Si finalement, on ne fait que demander aux gens de saisir, d'apporter des choses, de compléter des choses et qu'on leur donne que des contraintes, ça ne va pas non plus marcher. Ce qu'il faut faire, c'est leur produire des choses et les aider dans le business. Et une des manières clés de les aider, à part simplifier des processus et autres, c'est de leur donner des données. Si vous voulez, par exemple, qu'un commercial soit plus à jour sur la manière avec laquelle il saisit ses rapports de visite ou un certain nombre de choses qu'on lui demande, ça dépend de chacune des organisations. Je pense que c'est pas mal si on peut lui donner un certain nombre d'informations sur sa cible, son target, là où il en est, une indication sur son bonus et ce genre de choses. Si on peut donner déjà des indicateurs de sa performance,
il va aller voir, il va aller, et puis il va aussi utiliser la plateforme, et on rentre dans une boucle plutôt positive. Finalement, tout ce cirque-là, c'est fait pour gérer la relation clientèle. Donc, ça serait pas mal aussi d'intégrer les clients et puis d'essayer de savoir comment les clients s'intègrent dans cette gestion-là. Donc, essayer d'avoir un panel, essayer d'obtenir des indices de satisfaction systématiques, de voir comment il y a une incidence réelle de ce qu'on met en place sur le client final et quel est le résultat. Voilà. Petite parenthèse, moment idéal pour réveiller les gens au milieu de la présentation. On part maintenant sur un autre truc, c'est les causes typiques d'échec d'implémentation de CRM. Alors, pourquoi, petite parenthèse, ce slide est un slide automatique qui a été fait par intelligence artificielle. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que c'est en train d'aller très vite et on est en train de se prendre une claque monumentale. Tout le monde. Ces slides, je voulais le faire au début, mais heureusement, ce n'est pas assez bon. Mais ce que je voulais faire au début, c'était la présentation d'aujourd'hui. Je voulais la faire complètement virtuelle pour vous la montrer, puis vous dire à la fin que c'était un robot qui l'avait faite. Mais j'y suis pas arrivé. Donc, ça va, je suis encore meilleur qu'un robot pour l'instant. Enfin, vous me direz à la fin. Mais voilà. Donc, fin de la parenthèse, on trouve quand même 3 points intéressants. Vous voyez que ça tient la route, ça pourrait passer. Si je blablate suffisamment là autour, ça peut passer. Mais en réalité, les causes d'échec, on retrouve les causes qui étaient là-dedans, mais les causes d'échec, avant, un petit peu de dramaturgie, on est obligé. Sur les 20 dernières années, ça c'est le taux d'échec des projets CRM relevés par différents cabinets de conseil. Le CRM, c'est souvent casse-gueule. Hein. On parle, quand je commençais il y a une quinzaine d'années à parler de CRM, on parlait de 80% d'échecs. Donc, il y a 4 projets sur 5 qui foiraient sur le CRM. Donc, c'est une grandeur qui est un peu meilleure maintenant. Mais on sait que durant ces 20 dernières années, il y a 50% des entreprises qui ont mis en place une stratégie et un outil CRM qui ont commencé une deuxième fois. Donc, c'est quelque chose vraiment de sensible. Le CRM est un exemple type du projet casse-gueule parce qu'il impacte beaucoup de spécialités, beaucoup d'utilisateurs sur le terrain et il y a des choses qui doivent être, encore une fois, l'importance des utilisateurs finaux, etc., etc. Mais les causes d'échec, les 5 plus fondamentales, les objectifs pas clairement identifiés. Pourquoi on fait ce truc-là? Pourquoi? Ça va résoudre quoi pour mon entreprise? La question, elle n'est pas souvent bien posée. Ou alors, elle est répondue, on y répond à un moment donné, mais ça ne change plus. Et puis, on est 3 ans plus tard, mais le contexte, il a changé. Et puis, on a besoin d'autres, et c'est trop figé. Et on ne se pose pas clairement ces questions depuis le haut de la pyramide. Deuxièmement, j'en ai déjà parlé, les utilisateurs pas assez impliqués. J'ai eu, je crois que c'était l'année dernière, un agent de maintenance qui est venu pour un problème que j'avais sur un frigo Siemens, pour ne pas le nommer. Le mec arrive, il avait un iPad ou une tablette avec lui et il a mis un temps à saisir les trucs sur le pauvre. Puis après, j'ai discuté, je crois, pendant une demi-heure avec lui, et puis il m'a tout montré, etc. Et tout. Il faut mettre des gens comme ça dans la boucle. Il ne faut pas designer des trucs comme ça qui sont inutilisables sur le terrain. C'est fondamental. L'utilisateur, pas assez impliqué. Parce que lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est la direction, ils nous ont mis ça, c'est de la merde. Voilà. Bon. Excusez-moi pour le langage fleuri. Peu d'implication des sponsors. Ça arrive, vous avez
une ou deux personnes clés qui sont, je ne sais pas, le responsable commercial ou qui doit être le sponsor de la solution. Finalement, on le voit au début et à la fin, mais on ne le voit pas pendant ce projet. Il reste un petit peu lointain, il est peu impliqué et il ne défend peut-être pas assez la solution. C'est un des problèmes. Le quatrième point, la faible qualité des données, c'est clé. Hein. Si on ne fait pas en sorte d'assurer une qualité, et ce n'est pas juste la qualité de données au départ, c'est la qualité des données qu'on met dedans, le soin qu'on a. Si on ne met pas beaucoup de contrôle de qualité de ces données, beaucoup de validation de ces données, etc., on ressort avec une faible valeur et tout de suite, la perception de la solution par les utilisateurs, elle n'est pas bonne, elle baisse, l'adoption diminue et c'est un problème. Et puis finalement, un truc un petit peu étrange, c'est comme ce sont des projets plutôt métiers, le CRM, c'est-à-dire qu'on parle avec les marketeurs, on parle avec les services de terrain, avec les commerciaux. On a assez facilement l'IT les services IT ou la technologie qui est en dehors de tout ça. Et finalement, parfois, c'est un problème parce que les métiers, ils n'ont pas ce savoir et ce savoir-faire de comment on gère un projet d'implémentation de logiciels, etc. C'est-à-dire qu'ils demandent toujours plus. Voilà, on ne rentre pas dans une gestion de projet comme on pourrait l'avoir si ce projet était géré comme un réel projet logiciel et autres. Donc, souvent, c'est un problème. Ces plateformes sont presque trop faciles d'utilisation et d'administration. Et souvent, il y a un problème d'alignement. Voilà. Un petit slide d'expérience personnelle. Avant, c'est des choses qu'on peut trouver. Même un robot le trouve tout seul. Ça, jamais le robot y trouvera. Je vous avais déjà parlé du premier point. Il y a un certain nombre d'éléments qui doivent tilter. Warning. S'il n'y a plus personne dans l'organisation qui est capable de me valider les données et tout, attention, on aura des difficultés. Voilà. Un autre warning, si pendant le projet, les intervenants métiers changent, on avait une équipe, tout d'un coup, il y en a d'autres, ce n'est pas bon signe non plus. Si le sponsor change pendant le projet, c'est encore pire. On a meilleur temps d'arrêter, puis d'attendre 6 mois et de recommencer quelque chose d'autre clean. Si personne dans l'organisation est identifié comme étant le futur administrateur de cette plateforme, c'est-à-dire que si on compte un peu sur des gens comme moi ou des intégrateurs pour faire vivre, ça va pas marcher. Il faut qu'il y ait, je reviendrai sur ce terme, il faut qu'il y ait un champion dans la maison, un ou des champions, un technique, mais un aussi métier qui comprend comment c'est fait, ça c'est fondamental. Bon, les utilisateurs finaux aussi ne sont pas impliqués, on en a déjà parlé, ça va foirer. Les commerciaux, je ne sais pas si parmi vous, certains sont de cette espèce. C'est une espèce particulière qu'il faut manier avec soin. Souvent, leur valeur repose sur leur carnet d'adresses. Ils ont de la peine à le partager avec le CRM entreprise. Il faut faire attention aux commerciaux. Il faut parler, il faut leur apporter des choses. Encore une fois, il faut donner des outils, il faut donner des éléments, il faut leur faciliter leur travail et pas que leur demander, parce que ce n'est pas toujours facile. Je vous ai dit, le champion local, il faut faire attention, même si j'ai beaucoup de respect pour les PME, on va dire, locales, quand les utilisateurs sont la plupart des gens qui n'ont jamais vu un smartphone, il faut quand même faire attention. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir, mais il faut quand même lever un warning, parce que c'est quand même des outils qui demandent, voilà, qui sont demandeurs. Donc, il faut se méfier. Et l'adoption est importante.
Et il y a des fois certaines populations qui rendent cette adoption plus difficile que pour d'autres. Voilà. Si on ne nous demande aucun rapport ou aucun retour, ce n'est pas bon signe. Et puis finalement, s'il n'y a pas assez de temps, si l'entreprise, l'organisation n'a pas assez de temps à consacrer à ce projet, si on ne libère pas du temps, c'est aussi un danger potentiel. La mise en œuvre d'un CRM, c'est un projet qui est très impactant et très, très demandeur. Donc, il faut investir du temps et des ressources, pas que des ressources financières, il faut y passer du temps. Voilà. Donc, comment réussir maintenant, hein, j'essaie de résumer un petit peu les bonnes pratiques. Encore une fois, la question, que va-t-on résoudre? Où est-ce qu'on a mal aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Deuxièmement, une solution dans le cloud, 5 fois plus rapide, 2 fois moins cher. Il n'y a plus de discussion sur ce côté-là. Quantifier les objectifs. Je vous l'ai dit avant, combien je veux faire, combien je veux dans mon pipeline, quel est le pourcentage, quelle rétention, qu'est-ce que je veux, mais où on va, mais de manière claire et précise. Identifier les champions. Qui va s'occuper du bébé? Hein, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'intégrateur. Après, on s'en va, donc on fait du support et tout, mais on n'est plus là. Il faut que la solution elle puisse vivre, donc il faut des gens qui prennent ce truc-là en main. Co-design. On ne vient pas avec un truc standard où on implémente un cahier des charges pendant 6 mois. On construit la solution semaine après semaine, on ajuste, on adapte et on construit ça ensemble. Ça a 2 avantages. C'est qu'il n'y a plus besoin de convaincre les utilisateurs à la fin parce qu'ils l'ont designé avec nous, cette solution. Et du coup, en plus, il n'y a même plus besoin de faire de formation à la fin parce qu'ils sont capables de faire la formation eux-mêmes, etc. Et ça se passe bien. Agile, rapide, démarrer petit. Hein, on a une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut résoudre? OK, on démarre step by step, première étape, on démarre petit et puis on implémente des phases successives, peut-être dans une année, dans 6 mois, on rajoute quelque chose. Les données, prendre soin des données. Voilà, prendre soin des données. Il faut, c'est encore plus précieux que de la marchandise. C'est un actif de la société. Et finalement, exploiter les données qu'on a. On a une super plateforme, et il faut en sortir quelque chose pour nous aider. Voilà, résumé, le bout du chemin. C'était difficile, c'est dur, il y a des difficultés, mais à la fin, c'est des hausses de productivité, c'est des hausses de satisfaction client. Il y a plein de chiffres qui sont documentés dans tous les sens, etc. C'est ce à quoi on peut aspirer avec une politique de gestion des clients qui tient la route et efficace. Donc, voilà, on parle de retour sur investissement important, mais encore faut-il mettre en œuvre les choses de manière intelligente, calme et avec processus que j'espère vous avez pu commencer à prendre conscience avec ma présentation. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Écart, je n'ai pas mal.